Bonjour à tous, en rade épisode 5. Aujourd'hui, encore Madame Bovary. Sauf qu'aujourd'hui, on va rencontrer le personnage d'Emma. On parle beaucoup de la première fois que Frédéric voit Madame Arnoux dans L'éducation sentimentale, un roman qui est écrit une dizaine d'années plus tard, avec la fameuse phrase « Ce fut comme une apparition ». Maintenant, petite question, est-ce que quelqu'un peut me donner la phrase du narrateur lorsque Charles voit Emma pour la première fois ? Alors, est-ce que quelqu'un l'a dans l'assistance ? Et normalement, je ne devrais voir aucune main se lever, parce que personne ne connaît cette phrase. Moi, j'aimerais bien avoir un spécialiste de Madame Bovary devant moi en lui disant « citez-moi cette phrase ». Et je pense pas qu'il me la sortirait quand même. Cette phrase, vraiment, je pense qu'on peut la ranger dans la catégorie des entrées pas fracassante, mais vraiment pas fracassante du tout. Je vous la donne. Une jeune femme, en robe de mérino bleu garnie de 3 volants, vint sur le seuil de la maison pour recevoir Monsieur Bovary, qu'elle fit entrer dans la cuisine, où flambait un grand feu. Intéressant, il y aura beaucoup de débordements de passion dans ce livre, alors c'est intéressant qu'elle soit associée à un grand feu tout de suite. Mais enfin quand même, on cite même pas son nom, on sait pas qui c'est. Il est quand même bizarre ce livre, ou mal écrit, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là ? Pour ceux qui ont raté les 2 épisodes précédents, tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire, c'est que Charles Bovary est devenu médecin à Tôtes, T-O-S-T-E-S, mais qui rappelle un peu der Tod, Tod, qui veut dire la mort en allemand, donc c'est pas de très bon signe pour la suite. Sa mère à Charles lui a choisi une femme, la veuve Dubuc, son nom si charmant, Héloïse Dubuc. Et dans cet épisode, comme je vous ai dit, qui va débarquer ? Emma Rouault, qui est la future Emma Bovary. Celle qui va donner son nom au roman, même si vous aurez remarqué que le roman ne s'appelle pas Emma Bovary, il s'appelle Madame Bovary. Donc j'ai l'impression que le titre veut un peu dire le malheur que c'est de devenir la femme de Charles. Parce qu'en effet, les 2 femmes de Charles vont avoir un destin terrible, sinon funèbre. Ce qui m'intéresse dans tout le passage que je vais lire aujourd'hui, c'est de voir comment le narrateur du livre se fond dans le point de vue des personnages, et là en particulier de Charles, parce qu'on va découvrir Emma à travers les yeux de Charles. D'où le fait que la première fois qu'on parle d'elle, on sait même pas qui c'est, elle a une robe bleue, mais c'est une silhouette très floue. Et il y a ce côté où en fait Charles est préoccupé par autre chose, donc il passe devant elle, et il a pas le temps de la voir. Donc c'est ça qui se passe en fait au moment où la première phase qui lui est consacrée, on comprend pas qui c'est, et elle paraît bien anecdotique. Donc plutôt que d'avoir une entrée tonitruante, c'est une entrée sourde du personnage principal dans le roman. Première chose, comment on se fond dans le point de vue de Charles ? Ce qui se passe dans l'histoire, c'est que Charles est devenu médecin, et là il est très tard le soir, et on vient toquer à sa porte. Il y a quelqu'un qui vient dire qu'il faut absolument venir à une 20aine de kilomètres de là, à la ferme des Berthaud, pour remettre une jambe cassée. Il est très tard, donc Charles attend le petit matin et il s'en va. Vers 4h du matin, Charles, bien enveloppé dans son manteau, se mit en route pour les Berthaud. Encore endormi par la chaleur du sommeil, il se laissait bercer au trot pacifique de sa bête. Quand elle s'arrêtait d'elle-même devant ces trous entourés d'épines que l'on creuse au bord des sillons, Charles se réveillait en sursaut, se rappelait vite la jambe cassée, et il tâchait de se remettre en mémoire toutes les fractures qu'il savait. Alors là, d'un point de vue romanesque, c'est pas passionnant et de juste faire une 20aine de kilomètres. Qu'est-ce qui va se passer d'intéressant ? Ce qui va se passer d'intéressant, c'est que Charles va s'endormir. Charles, de temps à autre, ouvrait les yeux, puis son esprit se fatiguant et le sommeil revenant de soi-même, bientôt il entrait dans une sorte d'assoupissement, où ses sensations récentes se confondaient avec des souvenirs. Lui-même se percevait double, à la fois étudiant et marié, couché dans son lit comme tout à l'heure et traversant une salle d'opéré comme autrefois. L'odeur chaude des cataplasmes se mêlait dans sa tête à la verte odeur de la rosée. Il entendait rouler sur leurs tringles les anneaux de fer des lits et sa femme dormir. Et là il est interrompu. Comme il passait par Vassonville, il aperçut au bord d'un fossé un jeune garçon assis sur l'herbe. « Êtes-vous médecin ?» demanda l'enfant, et sur la réponse de Charles, il prit ses sabots à ses mains et se mit à courir devant lui. Là, il est arrivé à la ferme. On voit bien qu'il y a une faille dans laquelle s'engouffre le narrateur, qui est la sarabande de souvenirs qui va défiler dans la tête de Charles.
Preuve en est que la perception du personnage influe le cours du récit. À l'inverse d'une idée qu'on pourrait avoir d'un roman dit réaliste, et Flaubert trouvait ça stupide d'appeler son roman réaliste, qui serait une vision distante, clinique, objective, qui regarderait les personnages de loin, comme dans un laboratoire. Et puis ce passage-là, où on s'engouffre dans la confusion de l'assoupissement de Charles, elle ouvre la porte à toute une littérature qui, pendant le XXe, va se plonger complètement dans ça, pour questionner les perceptions, le réel. Donc, par exemple, moi je prendrais un exemple, c'est dans La Route des Flandres de Claude Simon, c'est un livre qui est écrit à la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a tout un chapitre où on ne sait pas si un personnage est en train de faire la guerre ou en train de faire l'amour. Et à la fois, on a une scène de sexe, et à la fois une scène de quelqu'un qui est en train de ramper dans la boue. Et à aucun moment, pour le coup, ça c'est l'avancée du XXe, à aucun moment il y a un narrateur qui vient dire « Bon, bah c'est quelqu'un qui est en train de faire la guerre et qui pense à l'amour, ou c'est quelqu'un qui est en train de faire l'amour et qui pense à la guerre. » Simplement, on se plonge dans différentes perceptions qui sont superposées, et personne ne vient arbitrer ça. Et puis, évidemment, ça va inspirer qui, à votre avis ? Un narrateur qui est somnolent et qui mélange plein de perceptions et qui joue du réveil, des impressions, du sommeil. C'est Proust, évidemment, le début de Proust, c'est ça. Je cite juste une des phrases de la toute première page. « Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. » Je précise que là je vais commettre un crime, c'est que je saute beaucoup de courts passages du livre, et c'est pas un crime parce que je profane l'œuvre sacrée de Flaubert, mais parce que je me concentre sur l'histoire qui est racontée, sauf que chez Flaubert, il y a beaucoup de saillies, je dirais, qui sont des pauses, et qui deviennent souvent plus importantes que ce qu'on appelle l'action. Il y a souvent plus à voir dans les creux que dans les scènes où l'histoire avance, entre guillemets. Donc, dans ce que je saute, j'essaie d'équilibrer entre les passages qui me paraissent très signifiants et les passages qui font avancer l'intrigue. Sauf que tout est signifiant. Chaque détail peut avoir du sens. Il suffit de donner du sens pour que ce soit signifiant. C'est pareil dans la vie. Donc, par exemple, quand je vous parlais du feu qui brûle dans la cuisine la première fois qu'on voit Emma, par exemple, c'est Julien Gracq qui disait de Madame Bovary, du personnage de Bovary, il disait « Cette flamèche de passion est à 2 doigts de mettre le feu à un village pourtant si exemplairement inifugé. » C'est drôle que lui dise ça et que la première image qu'on a d'Emma, c'est qu'elle soit associée à une grande flamme. À chaque instant, on pourrait s'arrêter, à chaque instant, on pourrait passer des heures, à chaque instant, on pourrait méditer un présage, on pourrait voir une image qui répond à un autre moment du roman, plus tôt ou plus tard. Mais voilà, pardonnez-moi, je saute des petits passages pour me concentrer sur ce qui m'intéresse, mais j'ai choisi un axe, j'essaie de m'y tenir. Et la vieille règle descriptive veut qu'on décrive les hommes de la tête aux pieds, et ça c'est très drôle, les bâtiments de la base au sommet, ou les arbres aussi des racines aux branches. Ça c'est vraiment l'époque Boileau et tout. Et évidemment, c'est comme la casquette, je vous renvoie à l'épisode 1, chez Flaubert, c'est vraiment un sens du détail qui isole les éléments, qui sont parfois difficilement conciliables. C'est vraiment une esthétique de l'anodin qui résonne et de ce que Genette appelle le tremblement indéfini des choses. Charles arrive à la ferme des Berthaud où il doit réparer une jambe cassée. Cette jambe qu'il doit réparer, c'est la jambe du père Rouault, c'est-à-dire le père d'Emma. On va voir comment il perçoit Emma la première fois. Donc là, il arrive à la ferme, il y a la phrase que je vous ai citée au tout début, la jeune femme en robe de mérino bleu, tout ça. Mais lui, il est concentré quand même sur la jambe, c'est ce qu'on a dit juste avant, tu vois, il essaie de se refaire dans sa tête, alors comment on soigne une jambe blessée déjà, il a peur un peu de mal s'y prendre. Charles monta au premier voir le malade. Il le trouva dans son lit, suant sous ses couvertures et ayant rejeté bien loin son bonnet de coton. C'était un gros petit homme de 50 ans, à la peau blanche, à l'œil bleu, chauve sur le devant de la tête, et qui portait des boucles d'oreilles. Dès qu'il vit le médecin, son exaltation tomba, et au lieu de sacrer comme il faisait depuis 12 heures, il se prit à geindre faiblement. La fracture était simple, sans complication d'aucune espèce. Charles n'eût osé en souhaiter de plus facile. Ouf, ça se passe bien pour lui. Alors, se rappelant les allures de ses maîtres auprès du lit des blessés, il réconforta le patient avec toutes sortes de bons mots, caresses chirurgicales qui sont comme l'huile dont on graisse les bistouris. Afin d'avoir des attelles, on alla chercher sous la charretterie un paquet de lattes.
Charles en choisit une, la coupa en morceaux et la polit avec un éclat de vitre, tandis que la servante déchirait des draps pour faire des bandes, et que mademoiselle Emma tâchait à coudre des coussinets. Attention, ça va être de plus en plus érotique. Comme elle fut longtemps avant de trouver son étui, son père s'impatienta. Elle ne répondit rien. Mais, tout en cousant, elle se piquait les doigts, qu'elle portait ensuite à sa bouche pour les sucer. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe et taillés en amande. Sa main pourtant n'était pas belle, pointe assez pâle peut-être, et un peu sèche aux phalanges. Elle était trop longue aussi et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Quoiqu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide. Ça, ce que j'adore, c'est que moi, je trouve que moi, mes mains me paraissent normales, mais les mains de toutes les autres personnes sur la Terre me paraissent bizarres. Et donc là, c'est pareil. Ce que je trouve génial, c'est que le coup de foudre de Charles, ça commence par un truc où déjà il la voit pas, il voit juste un bout de robe et il passe. Et ensuite la deuxième étape, c'est qu'il la regarde et qui bloque sur un détail qui le gêne. Il bloque sur les mains et il trouve qu'elle a des vilaines mains. Ça c'est pas mal quand même. Je pense que ça arrive beaucoup dans un... Enfin, je sais pas, je parle peut-être pour moi, j'en sais rien, mais quand on a une sorte de choc amoureux, de pas être tout de suite dans un truc d'extase, mais dans un truc de... Ah tiens... Il y a quelque chose qui me gêne, il y a un détail qui me... Donc le corps d'Emma est morcelé, on n'arrive pas à le saisir dans son ensemble. D'abord c'est la robe bleue dont je parlais, une sorte de silhouette qui reste un peu floue, ensuite les mains, ensuite les yeux, et puis vous verrez plus tard la nuque, les yeux. C'est une sorte de désordre, c'est assez chaotique en fait, un peu comme celui de la mémoire et des sens affolés de Charles. Donc déjà il est un peu pris, Charles il est intrigué par cette jeune femme. Et puis ils descendent, une fois qu'il a commencé à faire le pansement, tout ça, il descend avec Emma, et puis ils parlent un peu ensemble. On parla d'abord du malade, puis du temps qu'il faisait, des grands froids, des loups qui couraient dans les champs la nuit. Mademoiselle Rouault, donc Emma, Mademoiselle Rouault ne s'amusait guère à la campagne. Mince, elle s'ennuie déjà, la pauvre. Maintenant surtout qu'elle était chargée presque à elle seule des soins de la ferme. Comme la salle était fraîche, elle grelottait tout en mangeant, ce qui découvrait un peu ses lèvres charnues qu'elle avait coutume de mordillonner à ses moments de silence. Son cou sortait d'un col blanc, rabattu. Ses cheveux, dont les 2 bandeaux noirs semblaient chacun d'un seul morceau, tant ils étaient lisses, étaient séparés sur le milieu de la tête par une raie fine, qui s'enfonçait légèrement selon la courbe du crâne, et laissant voir à peine le bout de l'oreille. Ils allaient se confondre par derrière en un chignon abondant, avec un mouvement ondé vers les tempes que le médecin de campagne remarqua là pour la première fois de sa vie. Ses pommettes étaient roses. Quand Charles, après être monté dire adieu au père Rouault, rentra dans la salle avant de partir, il la trouva debout, le front contre la fenêtre, et qui regardait dans le jardin, où les échalas des haricots avaient été renversés par le vent. Ça c'est génial, ça c'est un présage absolue. Déjà, elle a dit qu'elle s'ennuyait, et là, elle regarde à travers la fenêtre les échalas des haricots renversés par le vent. Tous les détails résonnent dans ce texte. Elle se retourna. « Cherchez-vous quelque chose ?» demanda-t-elle. « Ma cravache, s'il vous plaît, » répondit-il. Et il se mit à fureter sur le lit, derrière les portes, sous les chaises. Elle était tombée à terre entre les sacs et la muraille. Mademoiselle Emma l'aperçut. Elle se pencha sur les sacs de blé. Charles, par galanterie, se précipita. Et comme il allongeait aussi son bras dans le même mouvement, il sentit sa poitrine effleurer le dos de la jeune fille, courbée sous lui. Elle se redressa toute rouge et le regarda par-dessus l'épaule en lui tendant son nerf de bœuf. Alors là évidemment, attendez, j'ai fait quand même une recherche sur le nerf de bœuf. Elle lui tend son nerf de bœuf. Là, on entre dans la phase où il faut vraiment aller coucher les enfants, là. Donc je rappelle que le nerf de bœuf, c'est une cravache, voire une matraque, un gourdin. Je résiste pas à l'envie de lire ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, parce que c'est encore plus drôle. Donc je cite Wikipédia. Long de 30 à 50 cm et d'un diamètre variant d'1/2 à 1 cm, le nerf de bœuf est composé de nerfs et de tendons grossièrement tressés puis séchés. Une fois sec,
Ils forment une matraque jaunâtre, très dure, mais qui conserve une certaine élasticité. Bon, je crois que ça va, tout le monde a eu l'image, hein, citez-moi quelque chose de long, très dur et qui conserve une certaine élasticité. Voilà, donc là c'est complètement une blague, hein. C'est vraiment l'ironie de Flaubert à 200%, la scène de coup de foudre, qui devrait être très poétique et très belle, et entachée par un détail assez grotesque et assez sexuel, quoi. Donc là, clairement, Charles est pris, comme on dirait, d'un rhume. Au lieu de revenir au Berthaud 3 jours après, comme il l'avait promis, c'est le lendemain même qu'il y retourna, puis 2 fois la semaine régulièrement, sans compter les visites inattendues qu'il faisait de temps à autre, comme par mégarde. Tout du reste alla bien. La guérison s'établit selon les règles. Et quand, au bout de 46 jours, on vit le père Rouault qui s'essayait à marcher seul dans sa masure, on commença à considérer M. Bovary comme un homme de grande capacité. Charles fait des visites de plus en plus fréquentes au Berthaud, mais, comme je vous disais au début, il est marié, ce Charles. Bah alors qu'est-ce qui va se passer ? Ça se complique quand même. Sa femme se rend bien compte qu'il va trop souvent au Berthaud voir la famille Rouault. Donc Héloïse Dubuc, la première femme de Charles, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est donc pour cela, se disait-elle, qu'il a la figure si épanouie quand il va la voir, et qu'il met son gilet neuf au risque de l'abîmer à la pluie. Ah, cette femme, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une femme là-bas au Berthaud, et que Charles était très attiré par elle. Elle la détesta d'instinct. D'abord, elle se soulagea par des allusions. Charles ne les comprit pas. Ensuite, par des réflexions incidentes qu'il laissait passer de peur de l'orage. Enfin, par des apostrophes à brûle-pourpoint auxquelles il ne savait que répondre. Et alors là, ça va être expéditif, parce qu'en fait, en une page, on apprend qu'en fait, je vous épargne les détails, en fait la dot d'Héloïse Dubuc était fausse, en fait elle n'a pas d'argent, donc les parents de Charles Bovary se mettent très en colère, et surtout le père qui est fâché que la mère Bovary ait choisi une femme qui en fait n'a aucun argent à donner, donc c'est une crise dans la famille. Les parents viennent, ils s'engueulent avec la belle-fille, Monsieur Bovary père, brisant une chaise contre les pavés, accusa sa femme d'avoir fait le malheur de leur fils en l'attelant à une haridelle semblable, dont les harnais ne valaient pas la peau. Ils vinrent à Tôtes, on s'expliqua, il y eut des scènes. Héloïse en pleurs, se jetant dans les bras de son mari, le conjura de la défendre de ses parents. Charles voulut parler pour elle, ceux-ci se fâchèrent et ils partirent. Mais le coup était porté. 8 jours après, comme elle étendait du linge dans sa cour, elle fut prise d'un crachement de sang. Et le lendemain, tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer les rideaux de la fenêtre, elle dit « Ah, mon Dieu !» poussa un soupir et s'évanouit. Elle était morte. Quel étonnement ! Quand tout fut fini au cimetière, Charles rentra chez lui. Il ne trouva personne en bas. Il monta au premier, dans la chambre, vit sa robe encore accrochée au pied de l'alcôve. Alors, s'appuyant contre le secrétaire, il resta jusqu'au soir perdu dans une rêverie douloureuse. Elle l'avait aimé, après tout. Bah, Flaubert, c'est ça, hein, c'est... Avec peu de choses, faire beaucoup, quoi. Donc là, en 2 pages, il vient d'expédier la première femme de Charles, mais ce passage, je l'adore, je le trouve magnifique. Voilà, c'en est fini d'Héloïse. Elle est partie. Alors, forcément, Charles est en deuil. Un matin, le père Rouault vint apporter à Charles le paiement de sa jambe remise, 75 francs en pièces de 40 sous et une dinde. Il avait appris son malheur et l'en consola tant qu'il put. « Je sais ce que c'est, disait-il en lui frappant sur l'épaule. J'ai été comme vous, moi aussi. Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul, je tombais au pied d'un arbre, je pleurais, j'appelais le bon Dieu, je lui disais des sottises. Eh bien, tout doucement, un jour chassant l'autre, un printemps sur un hiver et un automne par-dessus un été, ça a coulé brin à brin, miette à miette. Ça s'en est allé, c'est parti, c'est descendu. Je veux dire, car il vous reste toujours quelque chose au fond, comme qui dirait un poids là sur la poitrine. Mais, puisque c'est notre sort à tous, on ne doit pas non plus se laisser dépérir. Et parce que d'autres sont morts, vouloir mourir. Il faut vous secouer, monsieur Bovary, ça se passera.
Venez nous voir, ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien. Et elle dit comme ça que vous l'oubliez. » Alors, Charles retourne au Berthaud pour dîner de temps en temps. Il est à table avec Monsieur Rouault et puis Emma. Donc lui, Charles, il est un peu dans son deuil. Le père Rouault conta des histoires, Charles se surprit à rire. Mais le souvenir de sa femme, lui revenant tout à coup, l'assombrit. On apporta le café, il n'y pensa plus. Il y pensa moins à mesure qu'il s'habituait à vivre seul. L'agrément nouveau de l'indépendance lui rendit bientôt la solitude plus supportable. Il pouvait changer maintenant les heures de ses repas, rentrer ou sortir sans donner de raison, et lorsqu'il était bien fatigué, s'étendre de ses 4 membres, tout en large dans son lit. Donc il se choya, se dorlota, et accepta les consolations qu'on lui donnait. D'autre part, la mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier, car on avait répété durant 1 mois « Ce pauvre jeune homme, quel malheur !» Son nom s'était répandu, sa clientèle s'était accrue. Et puis il allait au Berthaud tout à son aise. Il avait un espoir sans but, un bonheur vague. Il se trouvait la figure plus agréable en brossant ses favoris devant son miroir. Il arriva un jour vers 3 heures, tout le monde était aux champs. Il entra dans la cuisine, mais n'aperçut point d'abord Emma. Les auvents étaient fermés. Les auvents, vous verrez, ils vont devenir importants, c'est des volets quoi. Par les fentes du bois, le soleil allongeait sur les pavés de grandes raies minces qui se brisaient à l'angle des meubles et tremblaient au plafond. Des mouches sur la table montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté. Le jour qui descendait par la cheminée, veloutant la suie de la plaque, bleuissait un peu les cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait. Elle n'avait point de fichu. On voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur. Franchement, pour ce paragraphe, je donnerais le monde entier. Il y a un détail érotique du corps d'Emma, c'est les petites gouttes de sueur, mais tout le reste, ce qui fait que cette scène est nimbée d'amour, c'est quoi ? C'est la description, pas du tout clinique, mais ce que je parlais du tremblement indéfini des choses, c'est ça, on sent que chaque chose vibre, chaque chose a une sorte d'aura. Flaubert est incomparable dans Bovary pour faire ça, pour à chaque fois faire vivre les éléments autour des personnages. Et à chaque fois, la vibration des objets et des choses permet de traduire la palpitation intérieure des personnages. Et c'est ça qui va se passer dans la fameuse scène de Bézade beaucoup plus tard. Bézade, c'est pas moi qui le dis, c'est Flaubert qui le dit dans sa correspondance. La scène de Bézade entre Rodolphe et Emma, beaucoup plus tard dans le roman, quand elle va commencer à avoir des histoires en dehors de son mariage, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, au moment où se passe l'acte, il se met à décrire les arbres autour d'eux, il se met à décrire la nature, qui forcément est agitée par le vent, tout ça. Donc à chaque fois, ça se joue. Les scènes vibrantes se jouent non pas dans une description psychologique de ce qui se passe dans leur tête, mais dans la vibration des objets autour. Ça, franchement, c'est une trouvaille littéraire qui est absolument géniale. Et ça encore, comme je disais, ça ouvre la porte à toute la littérature qui viendra après Flaubert. Je continue quand même sur cette rencontre entre Charles et Emma, parce que, avant de dire tout ce qui va se passer, ce sera très important de le dire, du fait que Charles va devenir évidemment un mari exécrable, mais avant quand même, il s'est passé ces scènes qui sont importantes, où il y avait une possibilité d'amour qui était très grande en fait. Selon la mode de la campagne, elle lui proposa de boire quelque chose. Il refusa, elle insista, et enfin lui offrit en riant de prendre un verre de liqueur avec elle. Elle alla donc chercher dans l'armoire une bouteille de curaçao, atteignit 2 petits verres, emplit l'un jusqu'au bord, versa à peine dans l'autre, et après avoir trinqué, le porta à sa bouche. Comme il était presque vide, elle se renversait pour boire, et la tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de ne rien sentir, tandis que le bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à petits coups le fond du verre. Là encore, c'est très érotique. Et ils se retrouvent tous les deux. Et c'est beau parce qu'ils vont discuter quand même tous les deux, ils ont une sorte de sensibilité, ils ont quand même une sorte de communion d'âme au début. Ça, on l'oublie trop dans le livre. Elle se plaignait d'éprouver depuis le commencement de la saison des étourdissements. Elle demanda si les bains de mer lui seraient utiles. Elle se mit à causer du couvent, Charles, de son collège. Les phrases leur vinrent. Ils montèrent dans sa chambre. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Oh, Bovary, c'est quand même que du cynisme et tout. » Bon, franchement, vous avez vu, c'est beau ce qui se passe entre deux au début quand même.
On a beau dire, c'est joli. Bon, ils montent dans la chambre, je vous rassure, ils font que discuter, il n'y a rien de sexuel. Il y a juste eu cette référence au nerf de bœuf, mais c'était pour signifier l'érection, tout simplement, vous l'aviez compris. Et selon ce qu'elle disait, sa voix était claire, aiguë, ou, se couvrant de langueur tout à coup, traînait des modulations qui finissaient presque en murmures quand elle se parlait à elle-même, tantôt joyeuse, ouvrant des yeux naïfs, puis les paupières à demi closes, le regard noyé d'ennui, la pensée vagabondant. Charles, en effet, est de plus en plus amoureux, et il se demande ce qu'elle deviendra si elle se marie. Et puis si elle se marie, mais à qui ? Hélas, le père Rouault était bien riche, et elle, si belle. Mais la figure d'Emma revenait toujours se placer devant ses yeux, et quelque chose de monotone comme le ronflement d'une toupie bourdonnait à ses oreilles. Si tu te mariais pourtant, si tu te mariais. La nuit, il ne dormit pas, sa gorge était serrée, il avait soif. Il se leva pour aller boire à son pot à l'eau, et il ouvrit la fenêtre. Le ciel était couvert d'étoiles, un vent chaud passait, au loin, des chiens aboyaient. Il tourna la tête du côté des Berthaud. Pas mal ça aussi. Et alors là, bon, allez, on va avancer un peu dans l'action. Là, on parle du père Rouault. Lorsqu'il s'aperçut donc que Charles avait les pommettes rouges près de sa fille, ce qui signifiait qu'un de ces jours, on la lui demanderait en mariage, il rumina d'avance toute l'affaire. Il le trouvait bien un peu gringalet, et ce n'était pas là un gendre comme il l'eût souhaité. Mais on le disait de bonne conduite, économe, fort instruit, et sans doute qu'il ne chicanerait pas trop sur la dot. S'il me la demande, se dit-il, je la lui donne. À l'époque de la Saint-Michel, Charles était venu passer 3 jours au Berthaud. La dernière journée s'était écoulée comme les précédentes, à reculer de quart d'heure en quart d'heure. Le père Rouault lui fit la conduite. Il marchait dans un chemin creux. Il s'allait quitter, c'était le moment. Charles se donna jusqu'au coin de la haie. Et enfin, quand on l'eut dépassé, « Maître Rouault, murmura-t-il, je voudrais bien vous dire quelque chose. » Ils s'arrêtèrent. Charles se taisait. « Mais contez-moi votre histoire, est-ce que je ne sais pas tout ?» dit le père Rouault en riant doucement. « Père Rouault, balbutia Charles. « Moi, je ne demande pas mieux, continua le fermier. Quoique sans doute la petite soit de mon idée, il faut pourtant lui demander son avis. Allez-vous-en donc, je m'en vais retourner chez nous. Si c'est oui, entendez-moi bien. Vous n'aurez pas besoin de revenir, à cause du monde. Et d'ailleurs, ça la saisirait trop. Mais pour que vous ne vous mangiez pas le sang, je pousserai tout grand l'auvent de la fenêtre contre le mur. Vous pourrez le voir par derrière, en vous penchant sur la haie. » Je rappelle que l'auvent, c'est le volet. Et il s'éloigna. Charles attacha son cheval à un arbre. Il courut se mettre dans le sentier, il attendit. Une demi-heure se passa, puis il compta 19 minutes à sa montre. Tout à coup, un bruit se fit contre le mur. L'auvent s'était rabattu. La cliquette tremblait encore. Bah voilà, je pense que j'en lirai pas plus. On a commencé par un grand feu, on a continué par un air de bœuf, et puis on finit par une cliquette. Donc ouais, vous avez compris, si le volet restait fermé, Emma disait non, et puis si le volet était ouvert, c'était oui, elle accepte de se marier. Et là, il voit le volet ouvert avec la cliquette qui pendouille. Donc ça, c'est du génie littéraire aussi, c'est du génie du détail. La cliquette, il fallait y penser à la cliquette. Moi, ça me manque les cliquettes, parce que j'ai des stores chez moi, évidemment. Mais je me souviens des cliquettes de volet, c'est un beau souvenir, ça. Je m'arrête là, et évidemment, j'ai très envie de vous lire la suite, le mariage, avec la fameuse description de pièces montées, qui est la deuxième grande description avec celle de la casquette. C'est un passage qui est pas assez étudié quand même, celui-là, je trouve, vraiment la première apparition d'Emma dans le roman. Pour le coup, c'est très actuel, les questions sur ce qu'on appelle en anglais le male gaze, quoi, le regard masculin. Et là, c'est quand même tout à fait différent, quoi. Je me souviens quand j'étais ado et qu'on m'avait emmené voir Transformers 3 et que le premier plan sur le personnage principal féminin, c'était de filmer ses fesses en train de monter l'escalier. Je vous promets que c'est ça, Bon, bah là, on est clairement pas là-dedans, quand même. On est dans quelque chose qui, d'un point de vue littéraire, est quand même super beau sur le regard qu'il a sur elle. Et qui est, certes, assez vulgaire au moment du nerf de bœuf, mais c'est très suggéré. Il y a vraiment quelque chose du regard amoureux qui est très beau, et
d'une attention particulière à un corps, à comment on fait apparaître un corps dans un roman, c'est très beau. Et évidemment, oui, c'est fragmenté, mais ça reviendra beaucoup aussi. C'est un truc qui revient aussi, on verra dans le passage du mariage, aussi sur les invités, qui sont décrits que par des bouts de corps un peu saillants, comme si finalement on n'arrivait jamais à choper les personnes dans leur intégralité. Mais c'est sûrement le cas, même avec des personnes qu'on aime, on a des détails qui nous frappent, et souvent on a du mal à recomposer comme ça l'entièreté d'une personne. Donc voilà, ne soyez pas trop mélancoliques à regarder les échalas des haricots renversés par le vent à travers une vitre embuée de rosée. Et puis on se retrouve bientôt. À chaque fois je fais une sorte de phrase finale un peu foireuse, voilà. Bon allez, je vous embrasse, à bientôt. Merci beaucoup de votre attention, surtout.